Peuple barbare venu d'Asie centrale, ils auront fait trembler l'Europe grâce à leur maîtrise quasi parfaite du combat. Ce peuple a ainsi marqué au fer rouge le monde durant leur histoire aussi brève qu'intense. Salut à tous, c'est Neonachos, et aujourd'hui, on va parler des Huns. Monteur, c'est toi qui as fait cette blague? Tu sais que c'était de la merde? Alors le refais pas, d'accord? Bon alors, où est-ce que j'en étais? Ah oui. Salut à tous, c'est Neonachos, et aujourd'hui, on va parler des Huns. Monteur, je sais que c'est toi. Pourquoi tu as refait cette blague? Bon, maintenant tu arrêtes, ok? On doit finir cette intro. Bon allez, c'est parti pour la dernière. Salut à tous, c'est Neonachos et aujourd'hui, on va parler des Huns. L'histoire des Huns. L'histoire du peuple des Huns, qui s'étend sur environ 700 ans, peut être divisée en trois parties principales. La première correspond à la domination des Xiongnu ou Huns d'Asie sur la partie orientale de l'Asie centrale. Cette période s'étend de l'an 300 à l'an 408. Tout ce que nous savons à propos de ce peuple à cette époque nous vient des écrits chinois datant du 3e et 2e siècle avant Jésus-Christ. Ces textes nous décrivent des tribus barbares nomades extrêmement agressives. C'est d'ailleurs contre ces tribus uniques qu'a été bâtie à l'origine la Grande Muraille de Chine. Cependant, on n'est pas sûr que les Xiongnu aient été les ancêtres des Huns que nous avons connus en Europe, malgré le fait que les Huns que nous connaissons se revendiquaient comme leurs descendants. Cette théorie, proposée par un orientaliste français, Joseph de Guigne, pour ceux qui ne le sauraient pas, l'orientalisme ou orientologie est une discipline scientifique ayant pour l'objet l'étude des langues et des civilisations orientales, notamment sur les plans historiques, culturels, artistiques, religieux et linguistiques. Vous pouvez remercier Wikipédia. Cependant, la théorie de notre ami l'orientaliste est remise en cause par d'autres orientalistes. Par exemple, les Xiongnu peignaient beaucoup d'animaux, caractéristiques que l'on ne retrouve pas chez les Huns que nous avons connus en Europe. La question de l'origine des Huns reste donc en suspens. L'expansion de ce peuple vers l'ouest marque le début de la seconde partie de leur histoire. Celle-ci correspond donc à la migration des Huns des régions du nord de la Mongolie jusqu'aux frontières de l'Empire romain, le Limès. Lors de leur voyage, ils se mêleront aux peuples qu'ils rencontreront, comme par exemple les populations turques ou germaniques. Ils arriveront à destination en 408, après avoir repoussé les peuples germains, vivant là vers l'Empire romain et déclenchant donc le début des grandes invasions. L'arrivée des Huns en Europe correspond aussi à leur apogée. Cet apogée sera notamment rendu possible grâce au célèbre Attila. Ce dernier est né sur les rives du Danube en Hongrie, au début du 5e siècle après Jésus-Christ. Il règne dans un premier temps avec son frère Bléda. Il possédera le contrôle seul, après avoir fait assassiner son frère lors d'une partie de chasse. Et ça, c'est pas réglo. En 447, suite à un tremblement de terre, les murailles de la ville de Constantinople, capitale de l'Empire romain d'Orient, s'effondrent en partie, et Attila en profite donc pour tenter de l'envahir. Mais il n'y arrivera pas. Oh là, la terrible désillusion. Il s'intéresse donc à l'autre empire romain, cette fois-ci celui d'Occident. En 451, Attila ravage l'est de la Gaule après avoir franchi le Rhin. Ils connaîtront une défaite au champ catalonique, face au général romain Aetius et ses alliés, Celtes et Germains. Enfin, comme on le verra plus tard, cette défaite n'est pas complètement perdue par les Huns. Leur premier véritable échec arrivera lorsqu'ils approcheront de Paris. Alors, à partir de maintenant, vous allez vous dire que tout ça n'a aucun sens, mais vous posez pas de questions et tout ira mieux, d'accord? Alors, je vous raconte. En gros, les Parisiens, voyant que les Huns arrivent, paniquent. Ils veulent tous partir de la ville. Vous allez vous dire, c'est normal. Mais là, il y a une fille qui arrive et qui leur dit Why are you running? Why are you running? oui, elle leur dit de ne pas s'enfuir et de rester. Oui, ça n'a aucun sens. Et alors? Et là, vous êtes en train de vous dire, elle est complètement stupide. À cause d'elle, tous les Parisiens vont mourir. Et je vous réponds, faux! Faux! Car elle arrive à convaincre les habitants de la ville de tous prier. Et les Huns, quand ils arrivent devant la ville, ils sont tellement impressionnés par ce mur de prière et décident de contourner la ville et de ne pas la prendre. Ne cherchez pas une quelconque logique. Je vous ai dit que ça ne servait à rien. Ça n'a aucun sens. Un an plus tard, les Huns arrivent dans le nord de l'Italie et saccagent tout. Ils sont sur le point d'attaquer Rome. Mais suite à une rencontre avec le pape, ils décident de repartir.
Je commence à croire que Attila avait une phobie des religieux. Après la mort de leur chef en 453, l'Empire Hun ne survivra pas longtemps, à cause par exemple de la révolte des peuples qu'ils avaient conquis, des disputes entre les héritiers d'Attila, etc. Cela marque la fin de la gloire des Hun, peuple qui avait fait trembler les plus puissants et même l'Europe tout entière. De quoi était composée l'armée unique? Si les Huns sont célèbres, c'est grâce à leur puissance militaire. Je vous propose donc de voir comment était composée l'armée unique. Elle est tout d'abord et quasi exclusivement faite de cavaliers, mais ceux-ci se distinguaient par leur habileté à manier l'arc à cheval. Cela leur permettrait d'être très mobiles. Ils pouvaient attaquer l'ennemi dans une pluie de flèches et repartir au galop pour s'enfuir. Ce type de stratégie était surtout très efficace pour les embuscades. Au combat rapproché, les soldats Huns échangeaient leurs arcs contre des lances ou des épées à double tranchant. Les peuples qu'ils conquirent leur permettaient d'améliorer leur armée, en se dotant d'une infanterie composée de germains. Ils se dotèrent aussi de machines de guerre de siège. Malheureusement, tous ces ajouts provoquèrent une perte de mobilité, de vitesse et de discipline. La religion et les mythes uniques. On ne sait pas grand chose de la religion unique, car ce peuple n'a pas laissé beaucoup de traces écrites. Ce que l'on sait à propos de la croyance des Huns nous vient des auteurs romains comme Ammien. Cependant, ce qu'il nous rapporte dans ses écrits décrit un mélange complexe entre diverses croyances, et surtout rapporte des faits plus ou moins vérifiés. De plus, les Huns étant un rassemblement de plusieurs peuples différents et non d'un seul, cela rendait encore plus difficile de décider quelle était LA religion unique. Toutefois, la majorité des croyances de ce peuple sont d'influence turco-mongole. Leurs croyances sont majoritairement chamanistes. Cependant, il existe un mythe créationnel unique qui nous est parvenu, celui de la création du monde par Tengri. Tengri était une oie blanche géante, parcourant les océans infinis. Cet océan, nommé Aka-Ana, ce qui signifie la blanche mer, demanda à Tengri de créer le monde. Celui-ci accepta et créa l'univers et les hommes. Il créa aussi un dieu secondaire, Er-Kishi, pour l'assister dans sa tâche. Mais ce dernier devint rapidement la divinité du mal. Ainsi à la mort, les humains vont soit au ciel bleu de Tengri ou dans le royaume sombre d'Er-Kishi. Tengri possède aussi une parèdre. Si vous voulez savoir qu'est-ce qu'une parèdre, je vous invite à aller voir ma vidéo sur Carthage. Cette parèdre est sa femme et elle s'appelle Égée, la terre-mère. Le tengrisme était une religion répandue parmi les Xiongnu, donc les Huns, des Mongols, le peuple de Gengis Khan, et les Turcs. Les lieux importants de l'histoire unique. À cause de leur nomadité, les Huns ont pour lieu important quasi exclusivement des champs de bataille. Le plus connu sont les champs cataloniques, dont on a déjà parlé. Mais alors, où est-ce que ça se trouve? Eh bien, on croyait qu'ils se situaient à proximité de Châlons en Champagne, une ville se situant dans la Marne. Mais en fait, ils se situeraient plutôt à côté de la ville de Troyes, une ville de l'Aube. Mais ça, nous ce qu'on veut, c'est savoir ce qui s'est réellement passé sur ce champ de bataille. Ah oui, tout à l'heure, je vous ai dit que c'est les Huns qui avaient perdu. Mais en fait, ce n'est pas exactement ça. Je vous explique. La bataille dura un jour entier, mais aucun des deux camps n'arrivait à s'imposer, et les pertes étaient énormes pour les deux camps. Ils décidèrent donc de se retirer du champ de bataille. Ce conflit s'est donc soldé ici par inégalité, mais à cause de la quasi légendaire habileté des Huns au combat, cette égalité a été transformée petit à petit en une incroyable victoire pour les Romains. Cependant, les Huns ont construit des bâtiments, comme la forteresse d'Ivolga. Elle se situe à environ 15 km de la capitale de la Mongolie, Ulan-Bator, et faisait environ 350 mètres sur 200 mètres, ce qui fait tout de même 70 000 m². On sait grâce aux trouvailles archéologiques que des activités comme l'élevage, l'agriculture ou le travail des métaux y étaient pratiquées. Tant qu'on parle des monuments construits par les Huns, je vous propose qu'on se penche sur la seule et unique ville unique qu'on connaisse, Tongwangchen. Cette ville édifiée par les Xiongnu au 5e siècle se situait dans le Jingbian, au nord-ouest de la province du Shaanxi, en Chine. Elle avait une superficie de 1 km² et était entourée de murailles d'une épaisseur de 16 à 30 mètres, faites d'un mélange de sable, de terre et d'eau de riz gluante. Oui, la muraille était faite en riz. Oui. What the fuck? Bon, je crois que nous avons fait le tour des monuments importants de l'histoire unique. Et c'est donc déjà la fin de cette vidéo. Salut à tous, c'était Neonachos. Sur ce, ciao!
you